Bonjour mesdames et messieurs. La Tchécoslovaquie, qui est le sujet de ma présentation, finalement ne figure qu'une seule fois dans les documents issus des négociations menées à Yalta entre le 4 et le 11 février 1945. C'est lorsqu'elle est mentionnée comme un des futurs membres fondateurs de l'ONU. À côté de l'intérêt porté par les trois délégations à la Pologne, à la Yougoslavie et au Balkan en général, à la déclaration de la guerre par l'URSS au Japon, sans parler bien entendu de l'Allemagne après sa capitulation, la Tchécoslovaquie donc ne représente aucune raison qu'on évoque son cas à Yalta. C'est ici que je pourrais conclure. Bon, néanmoins, le contexte politique de la conférence à Yalta, les relations entre le gouvernement tchécoslovaque en exil à Londres et l'Union soviétique, le rôle joué par les communistes en exil à Moscou, constituent un tissu qui permet d'expliquer ce que la Tchécoslovaquie représentait à l'époque dans l'architecture de l'Europe pendant et après Yalta. En décembre 1943, Edvard Beneš, chef du gouvernement, président tchécoslovaque et chef du gouvernement tchécoslovaque en exil, se rend à Moscou pour y signer le traité d'amitié, d'assistance mutuelle et de coopération entre la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique. Molotov d'un côté, Zdeněk Ferlinger, qui est ambassadeur tchécoslovaque à Moscou et allié des communistes, apposent leur signature sous le regard bienveillant de Staline et de Beneš, sur un document qui lie les deux pays pendant 20 ans, contrairement à ce qui a été prévu pour 5 ans. D'ailleurs, Ferlinger, suite à son initiative personnelle, a changé la date de 5 ans à 20 ans et a mis Beneš devant le fait accompli. Donc, les deux pays ont une étroite collaboration qui met des barrières à la politique étrangère indépendante de la Tchécoslovaquie et qui contient aussi un volet militaire. Un mois plus tard, donc en janvier 1944, Ivan Maïski, qui est déjà adjoint de Molotov, écrit dans un mémorandum que la Tchécoslovaquie peut être considérée comme un bastion de l'influence soviétique en Europe centrale. Beneš faisait d'ailleurs croire à ces hôtes soviétiques que la politique de son pays allait être orientée à 50% à l'ouest et à 50% à l'est. Il a d'ailleurs dit en été 1944 à l'ambassadeur Lebedev à Londres que la Tchécoslovaquie va toujours être du côté soviétique dans la future guerre si l'Occident se sert de l'Allemagne contre l'Union soviétique. Et il l'a répété encore à Molotov en mars 1945, lorsqu'il a été à Moscou, avant de se poser sur le territoire tchécoslovaque libéré par l'Armée rouge. Les Britanniques voyaient de mauvais œil le traité d'amitié signé par le gouvernement tchécoslovaque en exil avec Moscou. Pour eux, la fédération polono-tchécoslovaque et une autre dans les Balkans, Yougoslavie et Grèce, pourrait mieux servir le cordon sanitaire contre l'Union soviétique. Pour l'URSS, en revanche, vu l'état des relations avec les Polonais, la rupture des relations diplomatiques en avril 1943, il n'était pas question de voir deux fédérations à ses frontières. Beneš accepte ce veto soviétique et le dit à Molotov lors de son second voyage à Londres, déjà en été 1942. Les Russes lui donnent d'ailleurs d'autres garanties qu'il n'arrive pas à obtenir des Foreign Office. Beneš reçoit les garanties de la reconnaissance juridique de la République tchécoslovaque d'avant Munich et surtout, ils approuvent le projet d'expulsion des Allemands de son territoire. Or, Beneš est depuis la moitié des années 1930 très préoccupé par la question des Allemands tchèques, vu les revendications de Hitler, bien entendu. Il propose, encore avant Munich en 1938, 5 plans successifs et est disposé aux échanges de population. Il est disposé même aux échanges de territoires qui ne seront d'ailleurs acceptés ni par l'Allemagne, ni soutenus par la Société des Nations.
Beneš considère l'annulation des accords de Munich et le sort des Allemands tchèques comme essentiel pour l'avenir de son pays. Pour lui, c'est une question d'honneur personnel, et Staline, sans le dire clairement, le sait très bien. Les Alliés considèrent que les traités bilatéraux en général, et celui entre Beneš et Staline en particulier, anticipent trop la situation d'après-guerre. Ils penchent pour des solutions universalistes, globales, et souhaitent dans le premier temps uniquement des relations économiques et culturelles avec la future Tchécoslovaquie. Cependant, ils sous-estiment considérablement la stratégie soviétique. Les Américains, notamment, ne cachent guère leur optimisme quant au respect des droits des petites nations à leur autodétermination. Cette différence apparaît plusieurs fois lors des discussions à Yalta. Lors du dîner au palais Livadia, le 4 février, c'est le premier jour de la conférence, Staline dit qu'il ne pourra jamais accepter que les grandes puissances accordent le droit de décider aux petites nations. Roosevelt, dans sa réponse et dans son toast porté d'ailleurs au prolétariat du monde, a rétorqué que les gens ont le droit de régner chez eux. Et je cite, « Un aigle doit permettre aux petits oiseaux de chanter sans se soucier de ce qu'ils chantent. » Fin de citation. Et d'ajouter que les grandes nations ont une responsabilité morale qu'elles doivent expliquer aux petites nations. L'optimisme des Alliés apparaît aussi dans la conviction que l'Ukraine subcarpatique, la partie orientale de la Tchécoslovaquie, la Ruthénie, va rester intégrée après la guerre au territoire tchécoslovaque. Et ceci malgré les changements de frontières de la Pologne. À quoi Staline répondait que le peuple seul allait décider. Finalement, c'était le peuple soviétique qui décida. Beneš défendra pendant toute la guerre sa propre vision de l'ordre européen qui devrait être mise en place après la défaite de l'Allemagne. Dans ses mémoires et d'autres livres, il revient constamment sur le rôle que la Tchécoslovaquie devrait jouer, un pont entre l'Est et l'Ouest. Cela montre bien que lui, qui a beaucoup travaillé sur le peuple slave, sur leur histoire, se rend compte qu'il sera difficile d'établir un équilibre durable entre la Russie et l'Occident. Si on ne réussit pas à atténuer les tensions entre ces deux blocs, et je cite Beneš, on pourrait arriver à une nouvelle catastrophe mondiale et pour nous à un nouveau Munich, bien que différent du précédent. Il faut, je continue la citation, un nouveau système de solidarité européenne. Il faut créer de nouveaux ensembles fédérés et confédérés dans différentes régions européennes. Il faut créer un nouveau système sécuritaire qui répondra mieux à la situation d'après-guerre que ne répondait la Société des Nations au cours des dernières années. Il faut un nouveau mécanisme de coopération économique qui empêchera non seulement des conflits entre les États démocratiques, mais également la création d'un nouvel État autoritaire et totalitaire. Cité de sa conférence The War of 1939. Il apparaît assez clairement que Beneš, tout en restant avant tout diplomate, se rendait progressivement compte du danger auquel il s'était exposé en négociant avec Staline et Molotov séparément. Certes, pour lui, c'était l'Allemagne et les Allemands qui représentaient toujours la principale menace pour l'avenir de son pays, et ceci déterminait ses priorités. Pour toutes ces raisons, la recherche de l'équilibre entre l'Est et l'Ouest, dans lequel la Tchécoslovaquie devrait servir de ce fameux pont, rendait impératif la signature du même traité que celui qu'il a signé avec Staline, avec les États-Unis et avec le Royaume-Uni. Malgré ses demandes et diverses propositions, il n'y a pas réussi. Cela lui pesait d'autant plus qu'il se rendait déjà avant Yalta, bien compte des réelles intentions des Russes. Mais il ne s'agissait pas uniquement du pouvoir et de la diplomatie soviétique. À Moscou se trouvait d'ailleurs la direction du Parti communiste tchécoslovaque avec Klement Gottwald à sa tête, et surtout Zdeněk Ferlinger, donc ambassadeur tchécoslovaque à Moscou depuis 1937, qui, tout en étant social-démocrate, jouait parfaitement le jeu des communistes. Le département d'État américain, selon un de ses hauts responsables, le considérait d'ailleurs comme plus radical que Staline lui-même.
Beneš, après 1943, ne pouvait que prendre en considération, voire accepter l'existence de ce second centre de pouvoir tchécoslovaque en exil. À 4 semaines de la conférence de Yalta, Georgi Dimitrov, président du département des informations internationales du VKSB, nouvelle formule du Comintern dissous, a réuni la direction du Parti communiste tchécoslovaque à Moscou pour la prévenir que la soviétisation de la Tchécoslovaquie va se poser au moment opportun. Et je cite le document que Karel Kaplan a publié. Les Tchèques et les Slovaques doivent arriver tout seuls au pouvoir soviétique. Et notre rôle est de les préparer par un travail systématique politique et idéologique. À partir de l'hiver 44-45, et la conférence de Yalta ne fait que renforcer leur pouvoir, les communistes tchécoslovaques prennent l'initiative dans la future configuration de la Tchécoslovaquie. Ils imposent à Beneš la création d'un nouveau gouvernement, non pas sur la base de celui de Londres, mais composé des seuls représentants des partis qu'on appelle antifascistes. Les discussions doivent se dérouler à Moscou, où doit d'abord venir le président de Londres pour ces négociations, avant de se rendre ensuite sur le territoire tchécoslovaque libéré. Ce gouvernement, composé par 3 représentants de chaque parti, va finalement avoir une majorité de communistes et de sympathisants communistes. Ceci suite à une habile manœuvre de Gottwald qui impose à ce gouvernement 3 représentants du Parti communiste tchèque et 3 représentants du Parti communiste slovaque. En plus, le Premier ministre est nommé Zdeněk Ferlinger, que je viens de citer, qui est inconditionnellement soumis au Kremlin. Beneš essaie de résister, mais son champ d'action se rétrécit. Il refuse de reconnaître pendant 6 mois le gouvernement de Lublin, car il y voit un parallèle avec ce que les communistes tchécoslovaques lui imposent. Mais la pression du centre moscovite l'oblige à l'accepter. D'ailleurs, peu après la reconnaissance de ce gouvernement par De Gaulle. Dessus, il ne cache plus ses inquiétudes. Le 13 février 1945, il confie à son secrétaire, Eduard Táborský, qu'il interroge sur les résultats des négociations à Yalta. Je cite d'après un document qui est le journal de Táborský et déposé à Stanford. Si seulement une moitié des promesses faites à Yalta étaient respectées, tout serait en ordre. Mais les communistes ne respecteront jamais les promesses données, à moins qu'ils n'y soient obligés par la fermeté des puissances occidentales. Être intraitable et réagir efficacement à toute promesse non tenue, c'est l'unique politique possible des Anglo-Américains à l'égard de la Russie. Mais je crains que ni les Britanniques ni les Américains ne sont pas encore prêts à accepter cette dure réalité. Ils vont parler de la démocratie, tandis que les communistes vont leur tordre les coups partout où ils pourront le faire. Fin de citation. À ce moment, l'Armée rouge et ses commissaires politiques organisent une campagne de signature en Ruthénie libérée en faveur de son attachement à l'URSS. Campagne violente, comme on l'imagine, où la population est manipulée, terrorisée ou déportée dans les goulags. Beneš s'inquiète que la même situation ne se produise en Slovaquie, ce qui accélère son départ de Moscou à Košice, à la partie orientale de la Slovaquie, où le 5 avril est publié le programme du nouveau gouvernement. Le pouvoir communiste est encore renforcé en Tchécoslovaquie par la libération de Prague par l'Armée rouge. Churchill s'adresse à plusieurs reprises à Eisenhower pour lui demander que ses unités libèrent Prague. Il écrit à ce sujet en avril 1945 au président Harry Truman. Il est incontestable que la libération de Prague et d'une grande partie de la Tchécoslovaquie occidentale par vos unités pourrait changer la situation dans ce pays après la guerre et influencer la situation dans les pays voisins. Sinon, ce pays va suivre la même voie que la Yougoslavie. Tous ces appels sont vains. On sait que le chef d'état-major, George Marshall, répond à la demande du département d'État de libérer Prague en disant qu'il ne souhaite pas risquer la vie des Américains pour des objectifs purement politiques.
Alors que la population de Prague se soulève et lutte pratiquement sans armes contre les unités SS pendant 5 jours, les Américains attendent à 40 km de la capitale tchèque. Les communistes portent d'ailleurs aussi leur part de responsabilité à cette situation, car leur souhait était de venir à Prague sur les chars soviétiques, comme le souligne encore le premier ministre du gouvernement provisoire, Ferlinger, dans sa missive à l'ambassadeur soviétique, Valerian Zorin. Ni la conférence de Yalta, ni les derniers mois de la guerre n'ont définitivement décidé du futur destin de la Tchécoslovaquie. Beneš défend jusqu'au coup d'État de février 1948 désespérément la place du pays comme celle d'un pont entre l'Est et l'Ouest. Mais il n'est pas dupe. Sous la pression soviétique, le plan Marshall doit être refusé. Les pays voisins sont déjà englobés dans l'Empire soviétique. Les communistes possèdent les ministères clés. Ils forment un parti bien entraîné pour la prise de pouvoir et surtout, ils peuvent compter sur le soutien de Moscou. Le pont tellement rêvé va se transformer en rideau de fer. Ainsi, les illusions que certains hommes politiques et diplomates gardaient après les débats et promesses faites à Yalta seront définitivement enterrées à Prague en février 1948. Je vous remercie.